Bon, bonjour les étudiants. Encore une fois, on est obligé de donner ce cours à distance, étant donné que le coronavirus n'est pas encore parti. Donc on espère qu'on se retrouve, Inch'Allah, au 6e semestre pour les droits rayés. Ce cours-là, c'est un cours de droit notarial. Mais avant de commencer le cours, je suis tenu de répondre à certaines questions posées par vos camarades. Bon, si je ne me trompe pas, il y a une question qui m'a été posée. C'est que si jamais il y a un compte bancaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les héritiers? Les héritiers, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué autrefois, ils sont tenus d'établir un acte d'hérédité. Et cet acte d'hérédité, c'est-à-dire qu'il prouve la qualité héréditaire avec la personne décédée. Il suffit tout simplement de présenter, de soumettre, si vous voulez, l'acte d'hérédité au directeur de l'agence bancaire ou bien au directeur de la banque pour que les personnes encaissent leur argent, bien sûr, suivant leur part héréditaire telle qu'elle est édictée par le code de la famille. Donc la réponse est claire. Il y en a une autre question qui m'a été posée je pense, par une étudiante qui me demande si jamais une personne qui est décédée, elle a laissé, la question n'était pas claire, elle a laissé un bien immobilier. Est-ce que son épouse peut la possession? Cette étudiante parle de la possession. Est-ce qu'elle peut s'attribuer de ce bien immobilier? Bon, pour qu'elle s'attribue de ce bien immobilier, il fallait faire une différence entre la possession et la propriété. Comme je vous ai toujours expliqué, la propriété c'est une chose, la possession en est une autre. Par exemple, je peux être possesseur d'un bien, mais je ne suis pas le propriétaire. Comme quoi, je peux être propriétaire d'un bien dont je ne suis pas le possesseur. Donc il faut faire la distinction. Là, l'étudiante dans sa question parle de la possession. Donc il faut faire une différence. Il faut d'abord éclaircir la question pour savoir est-ce que c'est une possession ou est-ce que c'est une propriété. Bien sûr, si le bien immobilier il est au nom de son époux, et s'il est seul, il va prendre bien sûr un quart plus le reliquat s'il n'y a pas d'autres héritiers, conformément au droit d'héritage. Mais si jamais il n'a que la possession de l'immeuble, des biens immobiliers et que la propriété appartient à un autre, ça c'est une autre question, à moins que la possession, il faut savoir le fondement juridique de cette possession. Est-ce que c'est un bail? Est-ce que c'est un emphytéose? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est une occupation sans droit ni titre? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, il faut m'éclairer la question pour que je puisse vous répondre sur cette question. Bon, maintenant, on va commencer le cours. Ce sera un cours, comme je vous ai dit, de droit notarial. On s'est arrêté, si je ne me trompe pas, on s'est arrêté sur l'établissement d'un acte de vente, par exemple, d'un acte établi par un notaire. Il y en a un étudiant qui m'a posé la question, quel code utilisez-vous? Quel code? Le code, c'est le code de droit notarial, la loi, comme je vous ai expliqué l'autre fois, la loi 3209, relative à l'organisation de la profession du notaire. C'est tout. Bon. L'acte établi par un notaire doit remplir certaines conditions. Mais avant que le notaire établisse un acte, il est tenu de vérifier l'état, si vous voulez, du titre. Il est tenu de vérifier l'état du titre. Il est tenu de demander un certificat de propriété ou bien une note de renseignement concernant le bien, pour connaître, si vous voulez, le propriétaire, la consistance du bien, les charges et les droits réels qui grèvent la propriété, la superficie et toutes les références, si vous voulez, foncières. Donc il est tenu
de faire une vérification pour connaître si le bien n'est pas saisi. J'ai beaucoup des arrêts qui condamnent les notaires parce qu'ils ont omis de faire ces vérifications, de chercher, si vous voulez, est-ce que le bien il est grevé, par exemple, d'une charge foncière ou pas. J'ai un arrêt si j'aurai le temps, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Si j'aurai le temps, on va le décortiquer cet arrêt. En tout cas, le notaire il est responsable s'il a écrit, s'il a établi un acte, s'il a dressé un acte, alors que le bien il est grevé par exemple d'une saisie conservatoire. S'il est grevé par exemple d'une charge foncière qui empêche, si vous laissez le bien il est inaliénable. C'est ce qui ressort de l'article 34. Il est interdit au notaire, si vous prenez l'article 34, dans l'alinéa 1, 2, 3, 4, l'alinéa 4, il est interdit au notaire de passer des actes concernant des biens qu'il savait inaliénables et qui ne pourraient être aliénés qu'après l'accomplissement de certaines formalités non réalisées. Par exemple, un notaire qui établit un acte, prenons par exemple un bien grevé d'une saisie conservatoire. S'il a par exemple la main levée de cette saisie, ou bien s'il a un jugement qui ordonne le conservateur à radier la saisie, il a le droit d'établir un acte. Mais s'il n'a pas cette main levée de saisie, s'il n'a pas, par exemple, un jugement rendu en la matière qui condamne le notaire, le conservateur, qui ordonne le conservateur à radier, un jugement définitif, à radier la saisie conservatoire, donc le notaire lui interdit de dresser un acte de vente entre un acquéreur et un acheteur, plutôt un acquéreur et un vendeur. Donc il faut absolument qu'il y aura un acte, une main levée, si vous voulez, de saisie, ou bien un jugement qui donne main levée, ou bien qui ordonne, comme je l'ai dit, au conservateur de radier cette saisie. Donc, il y a parfois des terrains qui sont inaliénables, pour une raison ou une autre, ils sont inaliénables. Par exemple, l'aliénation d'un bien. Il peut être inaliénable parce que, soi-disant, des biens qui appartiennent, par exemple, à des tribus ethniques. Jama'at Soudanien. Ça, c'est un bien inaliénable. La personne, même s'il est bénéficiaire d'un terrain appartenant à une tribu ethnique, il est inaliénable. Il ne peut pas l'aliéner parce qu'il ne peut bénéficier que de son droit d'usufruit, de son droit de jouissance. Donc, c'est des terrains qui sont inaliénables. Il y a parfois des terrains ou bien des biens immobiliers que sur le titre foncier figure la mention que le bien ne peut être aliéné, qu'il est interdit l'aliénation qu'après l'obtention, par exemple, d'une main levée d'un organisme déterminé. Citons par exemple l'Omran, bien l'Irak, anciennement dit l'Irak, l'Omran. Ils vendent par exemple à certaines personnes un bien immobilier, et sur le contrat, ils mettent un contrat comme quoi le terrain il est inaliénable jusqu'à l'obtention d'une main levée. Une main levée de l'Omran. Donc c'est un terrain inaliénable. Si le notaire établisse un acte de vente entre l'acquéreur et le vendeur, il sera responsable parce que l'acte ne sera pas inscrit sur le titre foncier, justement parce qu'il y a un cahier de charge qui a été déjà établi entre la société, si vous voulez, vendresse et l'acquéreur. Dans ce cas-là, il faut absolument que la personne produise
par exemple, un permis d'habiter pour prouver à l'Omran ou bien à la société comme quoi c'est lui qui a construit, c'est pour éviter tout simplement la spéculation. Parfois, une société, c'est l'Omran, c'est une société, avant c'était une société semi-étatique, qui vend, si vous voulez, les terrains à des personnes, mais avec la condition de ne pas aligner le bien jusqu'à l'obtention d'une main levée, si vous voulez, de la société vendresse. Donc, dans ce cas-là, le terrain, il est pratiquement, ou bien le bien, il est inaliénable qu'après l'accomplissement de certaines formalités. Donc, le notaire, il est tenu d'accomplir les formalités avant d'entamer une vente. Ben, vous allez me demander qu'est-ce qu'il peut faire. Pardon? Bon, il peut par exemple conseiller les clients à faire, par exemple, à contracter un compromis de vente entre les deux parties. Un compromis de vente qui sera, si vous voulez, dans le compromis de vente sera inséré une clause comme quoi la clause, c'est une clause suspensive. La clause suspensive, c'est une clause que l'obligation dépend, si vous voulez, ou bien la réalisation de la vente dépend de la réalisation de cette clause. Par exemple, je vous vends le bien, mais avec condition suspensive que j'obtiens une main levée de la caisse ou bien de la société vendresse. Donc, c'est un compromis de vente assorti d'une clause suspensive. Bon, une fois que le notaire il a fait ses investigations auprès de la conservation, comme auprès de l'agence urbaine, parce qu'il est tenu de conseiller ses clients. Par exemple, le bien, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur, sur ce bien? Moi, je veux monter, par exemple, un projet. Il faut voir d'abord, il faut le conseiller. Il faut voir la note d'urbanisme. Est-ce qu'elle permet, si vous voulez, à ces personnes de monter le projet souhaité par la personne acquéreuse. Donc, une fois qu'il a réuni toutes, si vous voulez, ou bien qu'il a fait toutes ces investigations, il peut établir un acte de vente. Il peut établir. Et sur l'acte de vente, bien sûr, il va marquer, il va prendre en considération, ou bien il va noter le nom, sur l'acte de vente, figure le nom, le prénom de la personne, le régime matrimonial, la nationalité, et l'adresse, bien sûr, de la personne. Donc, le nom. Parfois, comme vous le savez, l'état civil, le Maroc ne connaissait pas l'état civil. Ce n'est qu'à partir de 1913 et après que les Marocains ont connu l'état civil. On trouvait généralement des titres qui ne correspondent pas, ou bien des noms qui ne correspondent pas tout à fait au nom des personnes réelles. Par exemple, on trouve Ahmed Ben Qaddour. Mais ce Ahmed Ben Qaddour, il n'avait pas le nom patronymique, c'est une aïli. Ce n'est qu'après que les Marocains ils ont opté pour des, par exemple, Shtaqawi Ahmed Ben Qaddour. Donc le conservateur est tenu de vérifier le nom de la personne, Ahmed Ben Qaddour. Si par exemple ils produisent une carte d'identité avec Shtaqawi, il va lui demander de produire un certificat ou bien une attestation. Ce qu'on appelle une attestation d'individualité, un certificat d'individualité, ça veut dire que le nom Sharqawi, Ahmed Ben Mohamed et le nom Ahmed Ben Mohamed, ils désignent la même personne. Donc, le nom, le prénom, le régime matrimonial. Le régime matrimonial, c'est très important, surtout pour les étrangers. C'est très important, pourquoi? Pour les Marocains, comme vous le savez, l'article 49 du Code de la famille, les Marocains peuvent se marier, bien sûr, on se marie ici selon la séparation des biens, mais les partis peuvent opter, si vous voulez, pour la communauté
des biens, c'est-à-dire ils peuvent changer le régime matrimonial, mais avec un, si vous voulez, avec un acte, par un acte distinct, par un acte séparé. Ça, c'est pour les personnes, si vous voulez, les Marocains. Mais pour les étrangers, il est judicieux pour le notaire qu'il demande aux parties contractantes leur régime matrimonial. Parce que, comme vous le savez, en droit français, il y a la séparation des biens. Il y a le régime de la communauté des biens. Il y a le régime de la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire quoi la séparation des biens? C'est-à-dire on se sépare, nos biens se séparent. Chacun a ses biens. Les biens en communauté, ça veut dire que les biens sont en commun. Il y en a bien sûr des biens propres, à savoir par exemple tous les biens qui ont une origine, par exemple, que leur origine est soit une succession, soit un testament, soit une donation, sont des biens propres. Ça veut dire qu'ils n'entrent point dans la communauté, à moins que le donateur l'a stipulé ça expressément. Je m'explique. J'ai hérité un bien. Et je suis un Français, j'ai hérité un bien, et je suis marié à une Française ou bien à une Anglaise, peu importe. Donc, ce bien m'est propre, malgré que je me suis marié selon la communauté des biens. C'est-à-dire, ce bien-là que j'ai hérité n'entre pas dans la communauté. Comme le testament. N'entre pas dans la communauté. À moins que, si vous voulez, le testateur ou le donateur a stipulé expressément dans le testament, ou bien dans la donation, il a stipulé comme quoi ce bien rentre dans le patrimoine, ou bien rentre dans la communauté des biens. À part ça, si on se marie selon la communauté des biens, tous les biens rentrent dans la communauté. Et si je veux vendre le bien, il faut absolument l'autorisation de mon épouse. C'est clair, parce qu'on s'est marié selon la communauté des biens. Et la responsabilité incombe au notaire s'il rédige un acte de vente établi entre un Français, par exemple, et un étranger, marié selon la communauté des biens, sans qu'il lui demande, si vous voulez, l'autorisation matrimoniale. Ça, là, c'est une condition qui peut, si vous voulez, engendrer la responsabilité des notaires. À moins que si le notaire prouve, ou bien si la personne prouve, que l'origine de ce bien, c'est un bien successoral. Là, c'est un bien successoral. La personne n'a pas besoin, si vous voulez, d'avoir cet acte, cette autorisation matrimoniale. Pardon. Il y a encore un point très important qu'il faut mentionner dans l'acte de vente, c'est la référence de la nationalité. Est-ce que la personne est marocaine, sénégalaise, tunisienne, étrangère? Pourquoi? Parce que certains biens ne peuvent pas être acquis par des étrangers. Je parle des biens qui sont situés hors périmètre urbain. Ce sont des biens que, normalement, bien, la loi exige, si vous voulez, exige la production d'un certificat de non-vocation agricole. Ce qu'on appelle l'AVENA, un non-certificat agricole. Donc, dans ce cas-là, le conservateur, il est plutôt le notaire, et il est interdit d'établir un acte de vente, parce qu'un acte de vente, entre deux parties, si jamais la personne vendeuse est un acquéreur et qui vend un bien, si vous voulez, situé hors périmètre urbain, c'est-à-dire dans le périmètre rural. Donc dans ce cas-là, il faut produire cette attestation. Bien sûr, il y a des exceptions à cela. Il y a des exceptions pour les Tunisiens et pour les Sénégalais. Comme on verra plus loin dans le code des droits réels, surtout lorsqu'on va
on va aborder le contrôle des opérations immobilières. Il y en a des exceptions parce que les Tunisiens et les Sénégalais, ils ont le droit d'acquérir des biens agricoles, tout simplement parce qu'on a une convention, parce que le Maroc a signé une convention bilatérale entre ces deux pays, c'est-à-dire entre le Maroc et le Sénégal, et entre le Maroc et les Sénégalais, et entre le Maroc et les Tunisiens. Donc les Tunisiens, même si on mentionne que c'est un Tunisien, le problème ne s'oppose pas. Le problème ne s'oppose pas parce qu'il a le droit d'acquérir un bien situé hors périmètre urbain. Bien sûr, aussi bien les Sénégalais ont droit aussi à acheter des biens agricoles. Et maintenant, à l'instant même, il y a un projet de loi, actuellement, il y a un projet de loi qui, dans le cadre de l'encouragement, si vous voulez, des investissements au Maroc, il y a un projet de loi qui n'est pas encore voté, qui n'a pas vu le jour encore, mais j'espère qu'il verra le jour dans les prochains jours, qui donne la possibilité, malheureusement, pour moi, qui donne la possibilité simplement, uniquement pour les sociétés anonymes étrangères, d'acquérir des biens agricoles, mais il faut qu'ils prouvent, ou bien il faut qu'ils établissent un projet. Dans les grands projets, les étrangers peuvent acquérir des biens agricoles. Je dis bien, c'est un projet, c'est pas encore acquis, mais c'est un projet de loi qui verra le jour, j'espère qu'il verra le jour d'ici la fin du mois, l'année ou le mois prochain. Comme ça, on aura l'occasion d'en discuter. Si, Inch'Allah, on se voit. J'espère qu'on se voit au 6e semestre. J'en ai marre de donner des cours à distance. J'aimerais bien que ce soit un cours présentiel. Bien sûr, c'est plus pratique. Bon, à part la nationalité, il y a l'adresse. Le notaire il est tenu de mentionner l'adresse de la personne. L'adresse de la personne, pourquoi? Si jamais il y a une convocation, si jamais il y a une demeure, par exemple, prenons l'adresse d'une personne pour les réquisitions d'immatriculation, les conservations ont besoin de cette adresse pour notifier, si vous voulez, ou bien pour signifier toute convocation au requérant d'immatriculation, pour le bornage, pour une opposition. La même chose aussi pour les inscriptions, une fois que le notaire il a établi un acte sur un titre foncier. Donc voilà les conditions, bien les mentions qui doivent être mentionnées pour la personne. Si on lit l'article 34, l'article 34, il ne parle que des interdictions de notaire qu'il faut le relire chez vous. Si on lit les actes, l'établissement des actes et leurs forces probantes, parce que c'est à l'article 36, on lit les actes reçus par les notaires comprennent notamment le nom et prénom des parties, ceux des pères et de la mère et des autres signataires de l'acte. Parce qu'il se peut qu'il y ait des autres signataires de l'acte. Pourquoi il se peut qu'il y ait des autres signataires de l'acte? Par exemple, il y a des témoins. Des témoins qui peuvent, par exemple, dans le cas où la personne est incapable de signer, par exemple, ou bien si sa signature n'est pas lisible, le notaire fait établir l'acte en présence de deux témoins. Et donc, c'est pour cela que l'article parle des signataires de l'acte. Des signataires de l'acte. Et je vous invite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de lire, comme je vous ai dit, de lire la loi 3209, de lire la loi 3209, et de me poser les questions que vous n'avez pas compris, parce qu'on ne peut pas tout faire ici, même dans 5 ou autres 6 séances, on ne peut pas tout faire. Essayez de lire la loi, essayez de la comprendre, parce que les circonstances en voulaient comme ça. Essayez de me poser des questions, moi je vous répondrai au fur et à mesure. Donc, le nom et prénom des parties, y compris ceux des pères, de la mère et des autres signataires de l'acte. Ils ne peuvent être abrégés que s'ils ont été précédemment mentionnés.
une fois au moins dans l'acte, ainsi que leur domicile, date et lieu de naissance, leur nationalité, profession, le type de document officiel attestant de leur identité et ses références, leur situation de famille et le régime matrimonial du mariage des parties, le cas échéant. Donc voilà toutes les indications qui ont été insérées dans l'article 36, on a essayé de les expliquer. Bien sûr, il faut absolument le domicile. Le domicile, c'est très important, bien l'adresse soit du requérant, soit des vendeurs, soit de la partie venderesse en cas de vente d'un bien, si vous voulez, sur un titre foncier. Ensuite, l'article précise qu'il faut absolument mentionner les éléments et les clauses de l'acte en désignant l'objet du acte de manière complète. L'objet de l'acte, c'est déterminé. Qu'est-ce que vous vendez, monsieur? Vous vendez un bien d'une manière déterminée et précise et claire. Par exemple, en mentionnant que la personne vend le bien situé, par exemple, à Daoudiyat ou bien à Guiliz, à Marrakech, et s'il y a une référence foncière, il faut la mentionner. Je vous explique l'autre fois que le notaire peut, si vous voulez, établir un acte sur un bien non immatriculé, comme il a le droit d'établir, un bien non immatriculé. Non immatriculé. Mais si le bien est immatriculé, il est tenu de préciser les références foncières, ce qui est mentionné dans l'alinéa suivant, les références complètes des documents ayant servi de base pour conclusion de l'acte. C'est-à-dire qu'il y a des références foncières, des références complètes des documents. Si le bien n'est pas immatriculé, bien sûr, il faut absolument insérer l'origine de propriété. Quelle est l'origine de cette propriété? Que ce soit un bien non immatriculé. Si le bien il est immatriculé, ben l'origine de la propriété, c'est l'acte qui est inséré, ou bien qui est inscrit, ou bien qui est transcrit sur le titre foncier. Donc, les éléments et les clauses de l'acte en désignant l'objet du acte de manière complète. L'objet de l'acte. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez un bien, vous vendez un appartement, vous vendez un terrain. Qu'est-ce que exactement vous vendez? Donc, absolument, il faut le mentionner dans l'acte et que ce soit clair pour qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y aura pas de suspicion sur la chose vendue. Une fois que l'acte il a été établi, bien sûr, le notaire, comme il est mentionné dans l'article 37, le suivant, s'assure sous sa responsabilité, donc il est responsable, de l'identité et de la qualité des parties. Ben, si je suis une personne physique, par exemple, M. Naimi, c'est M. Naimi qui vend. C'est M. Ahmed qui vend le bien de M. Naimi, donc il faut absolument une procuration. Il faut que je lui donne une procuration pour qu'elle puisse vendre ce bien. Donc il faut absolument s'assurer de la qualité de la personne. Ben, si je suis mandataire, il faut prouver mon mandat. Donc il faut une procuration. Si je suis, par exemple, s'il y a une société qui veut vendre, donc le notaire il est tenu de vérifier la qualité de la personne venderesse. C'est-à-dire il prouve comme quoi il est le responsable, bien le représentant de cette société. C'est ce qu'on entend par la qualité de la personne. Il faut que le notaire, sous sa responsabilité, il est tenu de vérifier la responsabilité, si vous voulez, il est tenu de vérifier la qualité de la personne venderesse, c'est-à-dire vendeuse, le vendeur. Si jamais une personne physique, il doit prouver qu'il est le représentant de cette société par les statuts qui sont déposés à la conservation foncière. Si c'est une personne physique qui n'est pas le propriétaire, il faut prouver sa qualité. Est-ce que la qualité ne peut être prouvée dans ce cas-là que par une procuration.
Le notaire doit donner son conseil aux parties, leur révéler ce qu'il a appris relativement à l'objet de leur acte et de les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'il reçoit. Voilà. Je vais vous expliquer ça. Il doit conseiller ses clients. Bon, vous êtes un notaire, comme on a vu dans les séances précédentes, vous êtes tenu de conseiller les clients, vous êtes tenu d'être impartial, vous êtes tenu d'être neutre par rapport aux parties. Donc vous devez les conseiller. Vous avez un vendeur et vous avez un acquéreur. Le vendeur vend son bien, bien sûr il va se dépouiller de ce bien au profit de l'acquéreur, et l'acquéreur, en contrepartie, comme vous le savez, va, si vous voulez, verser une certaine somme d'argent au vendeur. Mais en tant que moi, en tant que notaire, je dois les éclairer sur la portée juridique de leur acte. Pourquoi? Si jamais le bien est en cours d'immatriculation, j'établis un acte entre un vendeur et un acquéreur. Il faut que je conseille mon client, l'acquéreur, je lui dis, il faut que je lui donne conseil, comme quoi il achète un bien en cours d'immatriculation, et que ce bien peut être affecté, ou pourra être affecté par une opposition. Une opposition, ça veut dire un litige. Un litige, ça veut dire qu'on est sur une voie inconnue. Admettons que le tribunal a décidé, par un jugement définitif, comme quoi l'opposition est fondée.